Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dumont d'Urville, des Cyclades aux terres australes. Voir Cartin A, page 26 et Cartin B, page 28. Célèbre par ses campagnes et ses découvertes, Jules Sébastien César Dumont d'Urville, 1790 à 1842, est considéré comme le dernier grand marin de notre marine à voile. Il est aussi le dernier de la lignée des grands découvreurs. La terre Adélie lui revient. Officier de notre marine de guerre, il n'a pas eu l'occasion de participer aux combats de son temps, mais a étudié et approfondi toutes les sciences physiques et humaines qui intéressaient son époque. Placé en dehors de la hiérarchie des escadres et des préfectures maritimes, il rendait compte directement au ministre, ce qui n'est pas une procédure courante. À la mer, il a eu toutes les initiatives et à terre il a su repousser toutes les contraintes. Le contre-amiral Dumont d'Urville a suivi la voie qu'il avait choisie, et en dépassant les frontières de l'impossible, a servi son pays jusqu'à épuisement de ses forces. Une statue assez banale dans son village natal de Basse-Normandie, quelques rues en province et à Paris, un énorme monument au cimetière parisien du Montparnasse et un BATRAL, bâtiment de transport léger, de notre marine contribuent à perpétuer son nom. Faire porter sa vêture polaire, dès maintenant à Dumont d'Urville serait une erreur. Il faut d'abord parler de la forte personnalité du personnage et des principaux volets de son éclectique carrière. Aventure, exploration, découverte, mission scientifique ou mission à caractère politique, tout a été abordé. La navigation dans les glaces du Sud viendra plus tard. Jeunesse. C'est dans la petite ville de Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, que Jules Sébastien César Dumont d'Urville est né le 23 mai 1790. Il appartient à une famille noble de Normandie. Orphelin de père à 4 ans, le jeune d'Urville est élevé très durement par sa mère, Jeanne, Françoise, Julie, Victoire de Croisy et par son oncle, l'abbé de Croisy qui lui enseigne les bases du grec, du latin, de la littérature, de l'arithmétique. Avant d'aller rejoindre le collège de Bayeux à 11 ans, puis le lycée impérial de Caen à 14 ans. À cette époque, il découvre Voltaire, Rousseau, Diderot et les grands navigateurs tels que Cook et Bougainville. À 17 ans, Dumont d'Urville tourne le dos à Polytechnique où il n'est qu'admissible et entre dans la marine impériale. Est-ce par dépit, bravade, désir de liberté, vocation insolite ? Le voilà donc en 1807 novice considéré comme aspirant provisoire. 3 ans plus tard, il est enseigne de vaisseau. Sa vocation se précise. Il veut être explorateur et s'impliquer dans toutes les disciplines qui peuvent contribuer au progrès de la science. Les embarquements se succèdent. À Brest et au Havre, il pose son sac à bord du vaisseau Aquillon, du Lougre le Requin, de la frégate Amazone. À Toulon, à bord des vaisseaux Suffren, Boré, Ville de Marseille, mais tous ces bâtiments sont restés à quai. Il faut attendre 1814, l'abdication de Napoléon et la première restauration, celle de Louis XVIII, pour que l'enseigne de vaisseau Dumont d'Urville, qui a 7 ans de marine, appareille pour la première fois. À bord du vaisseau Ville de Marseille, il se rend à Palerme où le futur Louis-Philippe va chercher sa femme et ses 3 enfants qui étaient en exil. À 25 ans, il se marie avec Adèle, Dorothée Pépin, 18 ans, fille d'un horloger de Toulon. Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe, organise un référendum intitulé « Acte additionnel aux constitutions de l'Empire », pour lequel d'Urville vote non, et le fait savoir haut et clair. Sa démission de la marine et sa curieuse demande à servir dans l'artillerie se perdent dans les bureaux parisiens. La marine conserve son jeune officier et l'affecte à terre pour 29 mois pendant lesquels naît son premier enfant, Jules. La Vénus de Milo. 1819 est l'année du premier véritable embarquement de Dumont d'Urville, qui a 29 ans et a déjà passé 12 ans de marine. Son bâtiment est modeste, une gabarre, la Chevrette, chargée d'effectuer des campagnes hydrographiques en Méditerranée orientale. Ce ne sont pas des voyages de découverte, mais notre enseigne, en plus de ses fonctions purement maritimes, car, etc., est chargée des observations d'histoire naturelle et de l'archéologie, ce qui comble son esprit et sa curiosité. Lorsqu'une femme en marbre est découverte dans le petit port de Milo, Dumont d'Urville est averti puis consulté. Son rapport écrit, d'une grande précision et des plus élogieux. Quelques jours plus tard, il a l'occasion de s'entretenir de cette Vénus avec notre ambassadeur de France à Constantinople qui admet que sa meilleure place serait Paris. Son prix est discuté avec fougue,
puis un accord étant signé, elle va prendre le large. La statue est déposée dans la batterie de la goélette française Estafette. Promenée pendant 5 mois aux échelles du Levant, de Rhodes à Chypre, d'Alexandrie au Pirée en passant par la Syrie, à Smyrne elle est transbordée sur la gabarre La Lionne. La femme en marbre, dans son énorme caisse de bois, est finalement débarquée à Marseille après un voyage de 8 mois. Arrivée à Paris, Louis XVIII l'a fait placer au Louvre. Les archéologues continuent aujourd'hui à se passionner et à chercher des réponses aux multiples questions posées par cette merveille. En 1821, l'enseigne de Vaisseau Dumont d'Urville est de retour à Toulon où il rédige le compte-rendu de sa campagne. L'Académie des sciences l'invite à monter à Paris pour présenter la relation de ses travaux. Il vient d'avoir 31 ans et le roi le fait chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel, ce qui génère beaucoup de jalousie dans son entourage. Dans ses 14 années de service, il n'a que 2 modestes campagnes de quelques mois hors de la France et aucun combat. Tour du monde sur la coquille. Avec un de ses camarades Louis, Isidore Dupéret, Jules, Sébastien, César Dumont d'Urville propose au ministre de la Marine une croisière de circumnavigation à vocation scientifique. Le projet est accepté. Tous les 2 fraîchement promus au grade de lieutenant de vaisseau vont donc effectuer un tour du monde d'est en ouest avec passage du Cap Horn, traversée du Pacifique, retour par l'île Bourbon, le cap de Bonne-Espérance, la côte ouest de l'Afrique et la France. Le navire est encore une gabarre, la coquille. Le voyage dure 32 mois. Les découvertes sont nombreuses et la masse des informations scientifiques et géographiques ramenées est immense. Au retour, il faut relater par écrit le voyage de la coquille. Dupéret souhaite faire un travail de groupe. Dumont d'Urville lui signifie « Les produits de l'esprit n'admettent ni partage ni communauté. Si nous travaillons ensemble, ce sera chacun pour notre compte et nous signerons chacun nos articles. » Jules Dumont d'Urville reçoit la croix de Saint-Louis, créée par Louis XIV en 1693, ce qu'il considère comme un outrage car il s'est toujours présenté comme un républicain. 7 mois après Dupéret, il est promu capitaine de frégate, le grade de capitaine de corvette n'existait pas. Premier commandement, l'Astrolabe. De Toulon à l'Océanie, 1825, Dumont d'Urville vient d'avoir 36 ans. Il reçoit sa première lettre de commandement et retrouve la corvette La Coquille, celle à bord de laquelle il vient d'achever le tour du monde. Rebaptisé Astrolabe à sa demande, cette ancienne gabarre de 380 tonneaux, lancée à Toulon en 1811 mesure 55 mètres hors tout. Pourquoi reprend-il ce nom tristement célèbre ? Pour ce nouveau voyage, l'Académie des sciences fait de nombreuses recommandations, la plus importante étant de découvrir les traces de la Pérouse et de ses compagnons d'infortune. L'expédition confiée à d'Entrecasteaux en pleine Révolution avait été un désastre. L'équipage est de 90 hommes auxquels sont adjoints un caporal et 5 soldats du 2e régiment de ligne de Toulon. Le 22 avril 1826, l'Astrolabe met à la voile de Toulon. Il lui faudra 46 jours pour atteindre Gibraltar. Après le cap de Bonne-Espérance, la Nouvelle-Hollande, puis Botany Bay, Sydney, l'Astrolabe rallie la Nouvelle-Zélande. La campagne est très fructueuse. La navigation est difficile et dangereuse. Le problème qui se pose maintenant au capitaine de frégate Dumont d'Urville, commandant l'Astrolabe, n'est pas simple. Il s'agit de rechercher des traces de la Pérouse dans la myriade d'îles qui sont comprises entre la Nouvelle-Calédonie, les Fidji et les Tonga. Rappel des faits. En 1785, Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, reçoit de Louis XVI des directives précises sur sa mission scientifique à objectifs multiples destinée à compléter les observations de Cook. 2 frégates lui sont confiées, l'Astrolabe et la Boussole. De nombreux scientifiques de toutes les disciplines sont sélectionnés. La candidature du jeune Bonaparte n'est pas retenue. Appareillage le 1er août 1785 de Brest. Le Brésil, la Patagonie, le Chili, l'île de Pâques, les îles Sandwich, le détroit de Bering, San Francisco, le Japon, la Corée, la mer de Chine, la Micronésie, la Nouvelle-Hollande sont successivement visités. Après avoir fait relâche à Botany Bay, en février 1788, dans une lettre qu'il écrit à Versailles, la Pérouse indique qu'il appareille vers le nord et le silence tombe sur ces 2 navires et leurs équipages. 40 ans plus tard, au cours d'une escale à Hobart, Dumont d'Urville reçoit des informations contradictoires,
et se rend finalement à Vanikoro où il séjourne du 21 février au 17 mars 1828. Après une enquête compliquée par les dialogues avec les indigènes qui sont difficiles, Dumont d'Urville dispose d'un grand nombre d'informations. Il fait explorer le site de la fosse Passe d'où il remonte une ancre de 1800 livres, un canon court en fonte, une espingole, des saumons de plomb, etc. D'Urville savait qu'il s'agissait de l'expédition La Pérouse, mais ignorait que ces éléments appartenaient à la frégate Astrolabe. Jules Dumont d'Urville a reconstitué le drame par écrit avec une assez grande précision, et on peut dire que grâce à lui et à un aventurier nommé Dillon, la lumière est partiellement faite sur un drame vieux de 40 ans. La version détaillée de d'Urville était considérée comme plausible jusqu'en 1964. Le succès de l'expédition est tout de même chèrement payé. 12 morts, 14 malades débarqués et 3 déserteurs. Une mission particulière. Promu capitaine de vaisseau de 2e classe, Dumont d'Urville est affecté à Paris qu'il rejoint avec sa famille. Ses préoccupations sont de 3 ordres. Voir aboutir les demandes d'avancement et de récompense formulées pour son équipage. Obtenir des crédits pour assurer les publications du récit de ses voyages. Faire le point de ses travaux devant l'Académie des sciences. 1830. Après la Révolution parisienne, le roi Charles X est contraint d'abdiquer. Son exil vers l'Angleterre est confié au capitaine de vaisseau Dumont d'Urville, dont les orientations républicaines nettement affirmées expliquent peut-être le choix. Toujours égal à lui-même et rigide à l'extrême, il s'acquitte de cette mission avec fougue et règle les opérations avec une minutie surprenante. L'expatriation par voie de mer réalisée, Charles X, devenu le comte de Ponthieu, est exilé dans un château du Dorset. Dumont d'Urville sera bien entendu haï par les légitimistes, nombreux dans la marine. Ils le considèrent comme un traître. Dans son comportement, Dumont d'Urville s'est-il vengé de ne pas avoir été reçu par son roi au retour de Vanikoro ? Probablement. 2e commandement, l'Astrolabe et la Zélée. Une campagne inespérée. En janvier 1837, Jules Dumont d'Urville écrit au nouveau ministre de la Marine, l'amiral de Rosamel, pour demander que lui soit confié le commandement d'une campagne d'exploration autour du globe avec des objectifs bien ciblés. La réponse positive de l'amiral ministre arrive 2 mois plus tard. La Marine accepte le projet et fournira les moyens. L'Astrolabe et d'Urville vont renaître sur l'horizon. À la joie de Dumont d'Urville vient s'ajouter la stupéfaction. Louis-Philippe s'est personnellement intéressé à l'affaire. Il reçoit d'Urville et lui impose que le programme comporte une exploration des glaces antarctiques sur les traces de James Weddell. Dumont d'Urville rêvait depuis longtemps d'aller frotter son étrave sur ces glaces afin de percer les mystères du Grand Sud. Il est comblé. La corvette Astrolabe est réarmée et une gabarre semblable en tout point à ce qu'était l'Astrolabe est armée en corvette. Elle est nommée Zélée. Le capitaine de corvette Charles, Hector Jacquinot, une vieille connaissance de Dumont d'Urville, en prend le commandement. 65 hommes plus 16 hommes ayant rang d'officier embarquent sur chaque bâtiment. François Arago, physicien et député, tente une démarche agressive envers notre chef d'escadre qu'il ne peut finalement pas empêcher de partir. Après Tenerife et Rio de Janeiro, nos marins empruntent le détroit de Magellan. La Terre de Feu perdue de vue le 11 janvier 1838, ils mettent le cap au sud-est, en route pour l'inconnu. C'est le début de la grande aventure. Les premières glaces ne tardent pas, puis ce sont les icebergs hauts de 40 mètres. Ils sont à 70 000 de l'île Éléphant. Bien que techniquement préparés pour de rudes épreuves, les corvettes souffrent. Les hommes aussi. Prises dans le pack, mitraillées par la neige, agressées par les glaces, déchirées par les vents qui soufflent du nord en monstrueuses rafales, les corvettes sont bloquées. Perdues ? Non. Après 10 jours de cette vie d'enfer, les vents descendent au sud-est, libérant les bâtiments de Dumont d'Urville qui peuvent faire route. Au cours des 10 jours de navigation qui suivent, la côte nord des Orcades, puis des Shetland, puis l'extrémité nord de la péninsule antarctique sont reconnues. Des terres et des îles sont baptisées, mais globalement le résultat est mauvais. Weddell, en 1822 était descendu jusqu'au 74 degrés sud alors que Dumont d'Urville vient d'être bloqué au 64 degrés sud, soit 600 nautiques plus haut. 1838 était une mauvaise année, mais cela ne démoralise pas le chef d'escadre. Il attaquera à nouveau le sud, mais d'une autre manière,
à partir de la Tasmanie, ce qui le positionnera presque parfaitement pour allier le pôle magnétique sud. À bord de l'Astrolabe, 22 hommes sont malades. Il y en a 40 à bord de la Zélé. Les aspects sanitaires n'ont pas assez retenu l'attention de Dumont d'Urville pendant la préparation de son périple. Le scorbut attaque les hommes avec force et il fait des ravages, 7 morts sur une corvette et 11 sur l'autre. Le retour pour quelques mois vers un climat plus doux, celui des îles du Pacifique, associé à un environnement sans agressivité, permettent de mettre un terme au développement de ces malheurs. Milieu décembre 1839, l'Astrolabe et la Zélé sont à Hobart. Le choix de ce port comme base de départ n'est pas un hasard. Dumont d'Urville sait que ces deux corvettes vont ainsi faire route simultanément vers le secteur où l'aiguille aimantée se tient verticale, le pôle magnétique sud et vers une hypothétique terre antarctique. Appareillage le 1er janvier 1840 salué par l'amiral Franklin, gouverneur de Tasmanie et ancien explorateur de l'Arctique. Les premiers 1000 caps au sud sont parcourus sans encombre, sur une mer dégagée où seuls quelques énormes icebergs sont rencontrés, mais bientôt la lisière des glaces est atteinte et avec elle, une effroyable tempête s'abat sur nos marins explorateurs. Le vent souffle en ouragan, sous la neige, la visibilité devient nulle alors que les compas sont inutilisables. Voile en lambeaux, les navires sont désemparés et de nombreux hommes blessés. 2 marins meurent à la manœuvre. Tout semble perdu, lorsque sur un rivage abrupt et continu, des affleurements de roches sont aperçus. Les corvettes longent ce rivage. À cause des vents devenus trop faibles, elles se tiennent à 5 ou 6 milles de cette présumée côte encombrée par de nombreux icebergs. Finalement, une terre est reconnue, nettement identifiée. Son lever est effectué sous voile. 120 milles avec 5 avancées de roches nues, entre les méridiens 136 degrés et 142 degrés, à la latitude du cercle polaire. Dumont d'Urville la nomme Adélie du prénom de sa femme, Adèle. Le 21 janvier, 2 canots abordent un îlot rocheux de cette terre Adélie. 12 hommes débarquent et recueillent des kilos de roches devant nombre de manchots surpris. Il n'est pas écrit que nos 3 couleurs ont été envoyées, et certains disent que l'enseigne de Vaisseau Couvent avait emporté une bonne bouteille de vin de Bordeaux qui fut consommée sur cette nouvelle possession française. Les données magnétiques mesurées par Vincent Don du Moulin indiquent que le pôle magnétique sud est plus loin, à 400 nautiques, car l'aiguille aimantée ne s'incline que de 80 degrés. Après 48 jours d'absence, Dumont d'Urville est de retour à Hobart où il fait une courte escale au cours de laquelle ses premiers rapports sont envoyés en France. Il y a urgence dans ce domaine car le 29 janvier, au large de notre terre Adélie fraîchement baptisée, une petite escadre américaine commandée par le lieutenant de vaisseau Wilkes est venue défiler sous voile, d'est en ouest. Cette incursion sera à l'origine de nombreuses controverses dont la conclusion suivante se dégagera. Faut-il attribuer à Wilkes la découverte d'un continent qu'il a simplement effleuré sans jamais le toucher ? La réponse est non. Les Français ont débarqué. Ils sont les premiers. On retient du voyage retour que la Nouvelle-Zélande, dont la plus grande partie de la cartographie vient d'être faite par la France, devient anglaise pratiquement au moment où Dumont d'Urville appareille de Hobart, que ces 2 corvettes se sont sorties difficilement d'un échouement dans le détroit de Torres, et que nos découvreurs font escale à Sainte-Hélène quelques jours avant l'arrivée du prince de Joinville qui embarquera les cendres de l'empereur à bord de la Belle Poule pour les ramener en France. Le 6 novembre 1840, après 38 mois d'absence, le capitaine de vaisseau Jules Dumont d'Urville arrive à Toulon. Le bilan humain est lourd. 25 morts dont 5 officiers, 13 déserteurs, 14 malades débarqués. D'Urville se fait porter chez lui, aux portes de Toulon. Il n'est plus qu'un spectre, un corps épuisé sur un lit. Après avoir promu Dumont d'Urville contre-amiral, puis officier de la Légion d'honneur, le ministre prend à sa charge la publication du voyage au pôle Sud et en Océanie. Cette rédaction terminée, d'Urville remonte à Paris, s'installe rue Madame et fait un bon nombre de communications à l'Académie des sciences qui apprécie les résultats de l'expédition. Il est reçu par le duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe. La Société de géographie lui décerne sa grande médaille d'or. Il doit encore subir des mesquineries de la part d'Arago. Une famille disparaît. Dimanche 8 mai 1842, les grandes eaux de Versailles fonctionnent toute la journée. 12 trains transportent 10 000 passagers de la gare Montparnasse à celle de Versailles,
empruntant la toute nouvelle grande ligne des chemins de fer de la rive gauche de la Seine. Le soir, après cette journée festive alors que peu à peu la foule dont les yeux brillent encore d'émerveillement rentre sur Paris, un train de 770 voyageurs comportant 17 voitures et tracté par 2 locomotives fonce à 40 km/h. Dumont d'Urville, sa femme Adèle et leur fils, le seul encore vivant Jules, sont du voyage. Soudain, à la hauteur de Bellevue, dans le bas Meudon au niveau du passage à niveau du pavé des Gardes, une des 2 locomotives déraille. Les voitures se télescopent, s'écrasent les uns sur les autres. Le foyer de la locomotive allume un incendie. Les carrosseries des voitures sont en bois, elles s'enflamment. La panique est énorme, inimaginable. Avant le départ, les voyageurs sont enfermés à clé dans les wagons par sécurité pour éviter qu'effrayés par la vitesse, ils ne sautent en marche. On retire de cet enchevêtrement en feu 55 morts calcinés et méconnaissables. Dumont d'Urville, sa femme et leurs fils sont parmi eux. Une famille que le destin avait largement meurtrie, disparaît en totalité. Un seul survivant dans cette voiture, celui qui sera plus tard le grand-père de Marguerite Yourcenar. Lamartine, poète, homme politique, académicien, défenseur du progrès et des chemins de fer, déclare le lendemain de la catastrophe: la civilisation est un champ de bataille où beaucoup succombent pour la conquête et l'avancement de tous, plaignons-les, plaignons-nous, et marchons. Le 16 mai, au cours des obsèques grandioses qui ont lieu au cimetière du Montparnasse, des hommages exceptionnels sont rendus à Dumont d'Urville par les plus hautes autorités de l'État, mais la marine n'a pas dit un dernier adieu à un de ses plus grands capitaines. Le ministre pensait peut-être que le grand défunt, n'ayant pas été un chef de guerre, ne méritait pas une telle consécration. L'inscription qui figurera sur le monument provisoire est déconcertante. Point de deuil, un peu de cendre, un peu de terre, beaucoup de bruit. Le monument définitif est, lui, étiqueté par l'amiral Jacques Guillon, dans son excellent livre sur notre grand marin découvreur, comme étant une insulte au bon goût. Cette grossière sculpture est de plus pourvue d'inscriptions erronées. On dit, et je souscris à cette thèse, que né 50 ans plus tôt, Dumont d'Urville aurait au moins égalé Cook. C'est à lui que la France doit d'être aujourd'hui présente dans l'Antarctique et de voir flotter son pavillon sur le plus lointain, le plus inaccessible et le plus inhospitalier des territoires. Commandant Charcot, un explorateur atypique. Le gentleman polaire, c'est le surnom donné par les explorateurs anglo-saxons au commandant Charcot, est né sous le Second Empire, en 1867, à Neuilly-sur-Seine. Docteur en médecine appelé à devenir, comme son père, un grand professeur, il voulait être marin, mais devint l'audacieux explorateur que tout le monde connaît. Membre et président de très nombreuses sociétés savantes, académies, etc. Jean-Baptiste Charcot a été le père fondateur, l'inspirateur des recherches polaires françaises. Chef de 2 expéditions en Antarctique, de 12 expéditions en Arctique, navigateur hors pair, grand humaniste, il a repris le flambeau de Dumont d'Urville pour le passer à Paul-Émile Victor, Jean Mallory, Jean-Louis Étienne. Un volontarisme hors du commun lui a permis de devenir officier de marine de réserve. Notre gentleman polaire était capitaine de frégate de réserve, dignitaire de la Légion d'honneur et titulaire de très nombreuses décorations françaises et étrangères. Les pages qui suivent seront une façon inhabituelle de faire revivre le commandant Charcot tout entier, l'homme de mer, l'homme de science, l'homme de cœur et l'homme de devoir, en le faisant évoluer avec celui des uniformes qui lui était le plus cher. Fantassin. Infirmier. Médecin militaire de réserve. L'une des plus anciennes photos connues de notre grand explorateur est celle d'un petit garçon de 4 ans vêtu d'un superbe costume de marin. Tout y est, le col, la cravate noire, le chapeau et un décor d'île exotique qui ne correspond pas exactement à ceux qui vont attirer Charcot plus tard. C'est le premier des nombreux uniformes qu'il portera. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.